comment ils vont mes petits esprits de la forêt? Ça fait longtemps, hein. Oui, à chaque fin de vidéo, je vous dis, on se retrouve très vite et on se retrouve qu'un mois après. Je sais, vous voulez en voir plus, mais croyez-moi, moi aussi j'aimerais pouvoir vous en donner plus, mes petits abonos et mes non-abonos aussi, hein. Car je sais que vous êtes toujours nombreux à regarder mes vidéos, mais vous êtes encore plus nombreux à ne pas être abonnés. Dois-je vous rappeler encore une fois que c'est pas bien vraiment? Allez, c'est peut-être un oubli, alors je vous laisse vous abonner avant de commencer la vidéo. Est-ce que je fais du forcing? Tout à fait. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 histoires d'abonnés à la chaîne. Rappelez-vous, vous avez demandé de me raconter vos propres histoires flippantes. Et j'en ai eu pour mon compte. J'ai 3 histoires là en main. Une longue, une courte et une relongue à vous raconter. Alors pour pas perdre de temps et ne pas avoir une vidéo qui fait 8000 minutes, on commence maintenant. Si Pat Le Guen veut bien lancer le générique. Ah oui, ça va. Oui, qu'on fasse pas le malaise comme sur les chaînes de télé quand la prod est pas synchro, tu sais. Oui, bah tu vas voir, tu vas pas être déçu. C'est pour ça. Allez, sans transition les amis, on retrouve Nanfir sur la chaîne Paragost. On commence tout de suite avec la première histoire, celle d'Audrey. Nous sommes en 2017 et Audrey passe une soirée dans un bar, où elle fait la rencontre d'une fille et ça va grave matcher entre les deux. Elles se mettent donc ensemble, tout se passe bien le premier mois, l'euphorie des premières semaines, tout est rose et joli, bref, c'est le grand bonheur. Puis un soir, Audrey reste dormir chez sa copine Camille, et, dans le lit, elle entend toquer contre le mur de la chambre qui donne chez le voisin. Audrey se dit « il est bizarre de toquer comme ça en plein milieu de la nuit ce voisin, c'est pas comme si qu'elle faisait du bruit en plus. » Elles dormaient tranquillement toutes les deux. Le lendemain, Audrey parle de ça à Camille en lui demandant si elle a bien des voisins collés à sa chambre. Camille lui répond que non et qu'elle ne veut pas parler de ça. Ok Camille, ok. Audrey, en trouvant sa réponse louche, insiste pour qu'elle en parle toutes les deux. Après tout, elles sont en couple et les secrets ne font pas bon ménage dans un couple. Après une longue discussion, Camille finit par faire des aveux sur sa famille. Elle dit à Audrey que soi-disant son oncle aurait fait un pacte avec un démon pour trouver la richesse. Une chose qu'il a eue. Mais c'est tout ce qu'il a eu car malgré sa richesse, il n'a jamais trouvé le bonheur et il est resté seul et triste toute sa vie. Camille explique aussi à Audrey que quelque chose la suit depuis qu'elle est toute petite. Un soir, alors que Camille pleurait dans son berceau, ses parents n'ont pas réussi à la prendre dans les bras. C'était comme si quelque chose les en empêchait. Audrey trouve son histoire complètement délirante et ne la croit pas du tout malgré son penchant pour le paranormal. Mais elle ne veut pas froisser Camille et compatit à son histoire. Bref, les mois passent tranquillement sans phénomène ou histoire délirante, mais un soir, alors qu'Audrey et Camille fument une cigarette dans la cuisine, elles entendent un bordel dans le salon, comme si quelqu'un était en train de tout casser. Et quand elles sont parties voir ce qu'il se passait, tout était à sa place. Rien n'avait bougé. Après ça, Audrey fut victime de paralysie du sommeil, un vrai cauchemar pour elle. Ces événements, plus leur locataire qui commençait à en avoir marre de vivre avec Audrey dans l'appartement, oui, il faut savoir qu'elle vivait en colocation avec un homme. Elle décide de déménager et de vivre toutes les deux tranquillement dans un nouvel appartement. Et elles ont bien fait car ça va beaucoup mieux. Audrey est moins sujette aux paralysies, elles se sentent mieux dans cet appart et prennent même un petit chat. Mais malheureusement, leur tranquillité ne va pas durer. Audrey se sent observée depuis quelques nuits dans la chambre, elle ressent même des soufflements sur son oreille. Comme si quelqu'un respirait tout près de sa tête. Quant à Camille, elle se réveille avec des griffures dans le dos. 3 griffures plus précisément. Comme si que la personne qui lui avait fait ça n'avait que 3 doigts. La lumière de la salle de bain, qui donne directement dans leur chambre, ne fait que de claquer. À force de la changer, elles ont fini par laisser tomber et arrêter de remplacer l'ampoule. Leur chat miaule toutes les nuits devant la porte de la salle de bain d'une façon rauque. Audrey, en se renseignant sur la façon de miauler de son chat, apprend qu'un chat fait ça quand il y a un intrus sur son territoire. Bref, c'est plutôt rose là. Et ça empire même. Leur appartement, au fil du temps, tombe en lambeaux. Le plafond devient humide et commence à moisir. Les plaintes se décollent, il y a de plus en plus de pannes d'électricité, jusqu'à ce qu'une inondation fait craquer Audrey et demande le déménagement. Le temps de trouver un autre appartement, les deux filles font beaucoup de soirées pour oublier un peu leur calvaire. Elles se mettent à boire. Beaucoup. Je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. Modération, pas modération. Pendant ces soirées, elles finissent souvent aux urgences, car Camille est victime de crises de spasmophilie, et finit même par être violente avec Audrey. Un soir, lors d'une de ces crises, Camille se dispute avec Audrey dans leur appartement, et change littéralement de voix. Elle ne prend pas la grosse voix comme ça, genre en colère, hein. Non. Camille a la voix d'une autre personne. Elle fait face à Audrey, le regard noir, les pupilles dilatées, et lui parle avec une voix flippante. Là, Audrey panique en voyant clairement que ce n'est pas Camille qu'elle a devant elle, mais quelqu'un d'autre. Elle demande à cette chose qui est-elle. Mais elle n'obtient pas de réponse à part Camille qui la regarde toujours avec ses yeux noirs. Audrey demande alors qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle cherche. Et là, Camille, ou plutôt la personne qu'elle a en face, lui répond « Je veux que Camille souffre et soit seule. »
Tout de suite après, Camille s'évanouit. Audrey, effrayée par ce qui vient de se passer, met du temps à se ressaisir. Elle finit quand même par prendre soin de Camille, qui se remet elle aussi de sa chute, et finissent par aller se coucher complètement épuisée. Bien sûr, le lendemain, Audrey parle de ce qui s'est passé hier soir à Camille, mais elle ne se souvient de rien. Les disputes s'enchaînent, les violences aussi, à tel point qu'Audrey prend la décision d'emmener Camille à l'église en demandant de l'aide à sa mère, qui est très calée niveau paranormal. Elles sont donc parties toutes les trois rencontrer plusieurs prêtres. Alors qu'Audrey et sa mère discutent avec les prêtres, laissant Camille à l'entrée car elle ne veut pas rentrer dans des lieux sacrés, les prêtres leur disent tous la même chose. Il faut que Camille consulte un psychiatre avant tout, car ils ne peuvent rien faire pour elle. Audrey et sa mère continuent de chercher malgré les refus, et finissent par tomber sur un prêtre qui accepte de leur venir en aide. Le prêtre bénit Camille et Audrey, mais aussi leur chat et leur appartement. Il bénit tout le mec, il s'embête pas comme ça, on est sûr. Il passe aussi de temps en temps faire des prières avec les filles, même si Audrey est athée, vu la situation elle les fait quand même. Mais lors d'une séance, Camille pète un câble et s'en prend au prêtre. Le prêtre lui jette de l'eau bénite sur le visage, mais pas du genre « Tiens, prends ça dans ta gueule !» Non, il fait ça pour savoir sa réaction face à l'eau bénite. Et là, mauvaise surprise. Camille se met à hurler de douleur et part se cacher dans la salle de bain. Le prêtre a continué de faire quelques prières avant de partir. Quant à Audrey, elle s'est occupée de Camille après le départ du prêtre pour la calmer. Comme d'habitude, le lendemain, Camille ne se souvient plus de rien. Après tout ça, elles finissent quand même par trouver un nouvel appart et déménagent en pensant laisser tout derrière elles. Non, 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 non. Malgré plusieurs mois sans incident, Camille avoue à Audrey qu'elle voit une ombre la suivre constamment. Elles ont bon changer de lieu, cette chose la suit. Une nuit, alors que Camille est en déplacement pour son travail, Audrey entend tomber la vaisselle dans la cuisine. Elle prit peur mais accuse tout de suite les chats, sachant qu'ils sont 3 maintenant, et part les engueuler. Sauf que, en allumant la lumière, elle s'aperçoit que ces 3 chats sont tranquillos en train de dormir sur le lit. Encore plus inquiète pour le coup, Audrey fonce à la cuisine et s'aperçoit que tout est à sa place encore une fois. Ça vous rendrait fou, hein, vous inquiétez pas, moi aussi je serais déjà parti loin. Et les premiers phénomènes refont leur apparition pour Audrey. La sensation d'être observée, la respiration près d'elle. Elle pensait que le retour de Camille allait arranger les choses. Elles se sont mises à reprendre les soirées, Camille avec ses allers-retours aux urgences, les violences contre Audrey. Là, ça y est, c'est trop pour Audrey. Elle contacte le prêtre qui les a aidés et lui explique la situation. Le prêtre décide de faire appel à un exorcisme vu la situation qui se dégrade pour Camille. Là, Audrey nous explique qu'une séance d'exorcisme, ce n'est pas comme dans les films. C'est juste une très longue séance de prière, très ennuyante. Même si Camille reste calme à chaque séance, elle n'en ressort pas moins fatiguée. En pensant que les séances d'exorcisme allaient arranger les choses, Audrey continue de rester avec Camille. Mais malheureusement, les disputes continuent. Elles ne se parlent plus, ne partagent plus rien ensemble et finissent par se séparer. Camille dit à Audrey qu'elle ne sera jamais heureuse avec elle, malgré l'aide qu'elle a pu lui apporter parce qu'à mon avis, il n'y a pas beaucoup de personnes comme Audrey qui seraient restées aussi longtemps. Camille et Audrey finissent donc par faire leur vie chacun de leur côté. Audrey, depuis la séparation, a pu reprendre une vie normale, sans phénomène bizarre, et se pose la question à savoir si Camille était vraiment possédée, ou peut-être schizophrène, ou autre chose encore. Ça, on ne le saura jamais car Audrey n'a plus de nouvelles de Camille depuis. Cette histoire m'a touché car elle est à la fois flippante et triste. Audrey, malgré tous les phénomènes qu'elle a pu vivre, les violences avec sa copine, elle est quand même restée auprès d'elle par amour et pour aider Camille dans sa détresse. Mais malheureusement, rien n'a pu retenir Camille. La seule chose positive, c'est qu'Audrey a pu reprendre une vie normale aujourd'hui et fait même des vidéos sur YouTube. Sa chaîne s'appelle Requiem et je vous invite à aller checker ses vidéos qui parlent de threads d'horreur japonais. Elle publie régulièrement des vidéos donc vous ne serez pas en manque contrairement à moi. Allez, on passe à la suivante. Cette histoire n'est pas paranormale, mais n'en reste pas moins angoissante. Je vais vous parler de ce qu'a vécu Delphine un soir. Delphine travaille à Vernon dans l'Eure en tant que commerciale et finit souvent très tard le soir. Donc quand elle rentre, le soleil est souvent couché comme ce soir-là. En prenant la route pour rentrer chez elle à Blaru, Delphine traverse une forêt. Le genre de forêt plutôt tranquille mais t'aimerais pas tomber en panne dedans quand même. Pendant son trajet, dans cette fameuse forêt, elle tombe nez à nez devant une grosse branche. En plein milieu de la route. Bon bah voilà, va falloir descendre en plein milieu de cette forêt complètement dans le noir. Certains ou certaines auraient préféré rouler dessus, je le sais, je vous connais hein. Mais pas Delphine, non non non. Sinon cette histoire ne serait pas là aujourd'hui. Quand on a un peu de courage et qu'on veut surtout pas défoncer sa voiture, on descend et on enlève cette foutue branche. C'est exactement ce que fait Delphine. Mais d'un coup, elle voit au loin des phares, des pleins phares même. Non attends, la voiture fait carrément des appels de phare. Bon là, Delphine a bon être courageuse, elle fonce dans son véhicule, direction maison. De toute façon, elle n'a plus rien à faire là puisque la route est maintenant dégagée. Mais sur le trajet, la voiture derrière continue ses appels de phare. Delphine se dit que la personne est peut-être agacée qu'elle l'a fait ralentir, mais bon, fallait bien enlever la branche, bordel de... Bref, elle continue sa route, sauf qu'en tournant à droite, puis à gauche, elle s'aperçoit que le véhicule la suit. Et toujours avec ses appels de phare. Bon là, Delphine commence à paniquer et appelle son père.
Elle lui explique la situation et son père lui dit de faire des manœuvres du genre de continuer de changer de direction, de faire demi-tour dans les ronds-points, afin de savoir si elle ne s'est pas fait de fausses idées. Et effectivement, la voiture continue de suivre Delphine, plein phare, appel de phare, de quoi la faire craquer à un point où elle se met à pleurer, et demande de l'aide à son père. Son père lui dit de rester en ligne avec lui et appelle immédiatement la police. Quand il reprend Delphine, il lui dit de patienter le plus possible avant de rentrer, en attendant que la police arrive chez eux afin d'arrêter le suspect. Une fois la police arrivée à sa maison, le père de Delphine prévient sa fille qu'elle peut enfin rentrer. Arrivée sur place, Delphine s'arrête et voit les policiers mettre en joue la voiture de derrière qui était toujours en train de faire des appels de phare. Le suspect s'arrête, descend de la voiture, les mains sur la tête et là, il dit aux policiers de ne pas tirer car il veut juste prévenir qu'il y a un homme dans le coffre de la voiture de Delphine. Les policiers, surpris, ouvrent le coffre et découvrent finalement qu'il y a bien un homme avec une arme cachée dans la voiture de Delphine. Immédiatement, l'homme se fait arrêter et les policiers prennent le témoignage de la voiture qui suivait Delphine pour la prévenir. Le conducteur expliqua que quand il est arrivé au loin sur la route de la forêt, il a vu cet homme monter dans le coffre de la voiture de Delphine pendant qu'elle enlevait la branche sur la route. Il a voulu la prévenir mais paniqué, Delphine ne s'est pas arrêtée. Alors, que voulait cet homme à Delphine? Malheureusement, on n'en saura pas plus même de ce qu'il est devenu car l'histoire s'arrête là. Après, vous avez forcément une vague idée de ce qu'un homme avec une hache dans le coffre d'une voiture cherche à faire. En tout cas, moi j'ai un gros doute et je préfère passer à la dernière histoire. La prochaine et dernière histoire, c'est celle de Patrice, et c'est un truc qui lui est arrivé quand il avait 13 ans. Nous sommes en août 1974, Patrice vit avec sa famille à Poissy, dans les Yvelines. Il a un frère Pascal et deux sœurs, Patricia et Catherine. Le père de Patrice s'appelle Robert, et il se trouve que le frère de Robert a trouvé une maison de campagne pour sa famille, pas très loin de Barroville dans l'Aube, où le frère de Robert habite, pour passer les vacances là-bas. Un plan idéal pour les vacances en famille. Robert fait une pierre deux coups. Il fait profiter de sa famille du dépaysement, et il a l'occasion de voir son frère. Du coup, c'est le départ. On prend les gosses, on tasse bien les valises, car je vous rappelle qu'ils sont 6, en comptant la mère de Patrice, Colette, et qu'il faut savoir jouer du Tetris pour pouvoir tout ranger, sans que ça vous explose à la tronche. And away we go! Après un bon 3 heures de route, la famille de Patrice arrive à Arconville, devant la maison de location pour les vacances, où le propriétaire des lieux les attendait. Pendant que le propriétaire fait visiter les lieux aux parents, Patrice, trop pressé de choper la chambre idéale avant ses sœurs, oui, si vous avez des frères et sœurs, vous savez très bien de quoi je parle, hein. Patrice se met à foncer vers la maison, mais ne manque pas d'écouter la conversation du propriétaire avec ses parents. Le propriétaire montre une plaque en métal au sol dans le jardin qui ressemble à une trappe. Il explique que la maison date de 1800 et qu'en 1835, période où le choléra était bien présent en France, on enfermait, ou plutôt, on confinait les personnes atteintes de cette maladie sous cette trappe. Patrice, malgré sa curiosité à savoir quelle pièce était cachée sous cette trappe, continue d'aller vers la maison pour pas que ses sœurs arrivent avant lui. Quand il ouvre la porte d'entrée, là, c'est un peu la surprise, mais pas une surprise joyeuse. Déjà en rentrant, il tombe tout de suite sur la cuisine. Bizarre comme entrée. Puis d'un coup, il se sent comme oppressé par le côté flippant et lugubre de la pièce. Mais vous connaissez les enfants, ils remarquent un truc, ils disent « Tiens, c'est bizarre !» Mais quand ils ont une idée en tête, rien ne peut les arrêter. Alors Patrice ne prête pas plus attention à la cuisine et fonce ouvrir la deuxième porte pour rejoindre la chambre qu'il veut tant. Là, il tombe sur le salon, tout aussi dérangeant que la cuisine. C'est bizarre, il ressent quelque chose mais ne sait pas quoi. Mais la course à la chambre les amis, la course à la chambre. Alors il ouvre la troisième porte et là, il est direct dans une chambre. Il se dit « Waouh, attends là, y a pas de couloir ou quoi là ?» Il ouvre la prochaine porte, hop, encore une chambre. Cinquième porte, ça pourrait être une allée vers d'autres pièces ou une petite séparation. Non, chambre. La maison est faite que de pièces collées les unes aux autres. Pratique quand tu dois te lever la nuit pour aller aux toilettes et que tu dors dans la toute dernière chambre. Pardon, excusez-moi, je vous enjambe, je dois aller pisser. Pardon. Hop là, c'était ton visage, désolé. Non mais c'est quoi cette maison? Elle me fait penser à la maison des Winchester. T'as des allées et des escaliers qui donnent nulle part, des pièces incompréhensibles. Bon, bien sûr, plus petites, évidemment. On sait bien tout ça, Patrice, mais maintenant que t'as fait le tour de la maison, faut choisir ta chambre. Connaissant un garçon de 13 ans comme toi, tu vas pas prendre la dernière tout au fond et choisir une chambre plus près du salon et plus sécure. Ok. Il prend la chambre du fond. Sûrement parce que ses sœurs la voulaient. Et qu'est-ce qu'on ferait pas pour titiller nos frangines? Bref, tout le monde s'installe, profite de la première soirée des vacances et ils finissent par aller se coucher. Nuit très calme. RAS. Le lendemain, la famille décide de passer la journée chez le frère de Robert. Et en rentrant le soir à la maison des vacances, hop là, Patrice et ses sœurs se prennent encore la tête pour les chambres. Ah, les gosses. En colère, leurs parents mettent fin au débat et tout le monde reste là où ils sont. Et là, on arrive à la deuxième nuit. Patrice s'endort tranquillement dans son lit, mais se fait réveiller par des bruits suspects. Des bruits de pas au-dessus de sa tête. À savoir qu'au-dessus de sa chambre, il y a un grenier. La porte pour y accéder se trouvait juste à côté de sa tête.
Je vous ai fait un plan par mes soins, hein, donc ne me jugez pas. Hein. Donc Patrice continue à entendre les bruits de pas. Dans ces moments-là, on se dit « Attends, c'est une vieille maison, le bois est vieux et craque. » On se rassure le plus possible en étant rationnel. Mais les bruits de pas se font de plus en plus intenses. Ils arrivent même jusqu'aux escaliers. Patrice entend le grincement des marches et les pas deviennent lourds, jusqu'à atteindre la porte visible par la clarté de la nuit, et puis, plus rien. Silence total. Patrice, effrayé par ce qui vient de se passer, se tourne vers la porte du grenier, et là, voit la poignée tourner tout doucement de droite à gauche, de plus en plus rapide et violent, jusqu'à avoir des à-coups sur la porte. Là, qu'est-ce que fait un enfant effrayé dans son lit? Il se met en mode survie et se réfugie sous sa couette protectrice de tout danger où rien ne peut passer, même pas l'air. Et là, tout s'arrête. Tout revient à la normale, comme si rien ne s'était passé. Le temps de se remettre de ses émotions, Patrice sort sa tête de la couette et essaye tant bien que mal d'appeler son frère. Mais le pauvre, après ce qu'il vient de se passer, le son de sa voix est tellement imperceptible que son frère ne l'entend pas du tout. Et en plus, Pascal dort d'un profond sommeil. Bon bah là, tu décolles de ton lit, tu files direct dans le lit de tes parents et tu chiales comme une madeleine. Non. Patrice s'endort. Le lendemain, il raconte ce qu'il s'est passé dans la nuit, mais son frère et ses sœurs se moquent de lui et ne le croient pas du tout. Mais pour autant, quand Patrice demande à Patricia et Catherine de prendre la chambre, elles ne veulent plus. Quant aux parents Robert et Colette, ils n'y prêtent pas attention. Et ils disent à leur fils qu'il s'agit sûrement du bois qui craque. Pour la 3e nuit, je vais pas vous en parler car rien ne se passe. Et tant mieux pour Patrice, j'ai envie de vous dire. Mais la 4e nuit, tout recommence exactement comme la dernière fois. Patrice en parle encore à sa famille qui commence à s'agacer mais rien n'y fait. Personne ne veut le croire. 5e nuit, les bruits de pas reviennent. Mais cette fois, beaucoup plus lent. Ça descend lentement dans les escaliers, temps d'arrêt devant la porte, la poignée qui se met à tourner dans tous les sens, la porte qui se met à trembler de plus en plus fort, prêt à céder. Mais là, quand Patrice appelle son frère, il est bien réveillé et terrorisé lui aussi par les bruits qu'il entend. Pascal demande à Patrice d'aller tout de suite allumer la lumière, mais Patrice ne peut pas. Il est complètement paralysé de peur dans son lit. Alors Pascal prend son courage à deux mains, il se lève et fonce allumer la lumière et là, plus rien. Plus un seul bruit. Décidé à savoir ce que c'est, il ouvre la porte du grenier et là aussi, à part des toiles d'araignée intactes, rien du tout. Pas âme qui vive. Après tout ça, les deux frères se recouchent et arrivent quand même à s'endormir. Franchement, ils ont du courage dans les années 70, hein, parce que moi, je me serais pas endormi. Non, ça c'est sûr. Le lendemain, là, ce n'est pas seulement Patrice qui révèle ce qui s'est passé cette nuit-là, mais aussi Pascal. Robert, en écoutant leur fils, commence à être inquiet et se dit que peut-être il y a un squatteur dans cette maison après tout. Il part donc avec ses deux enfants ouvrir la porte du grenier. Là, il s'aperçoit que la serrure est du côté chambre et que personne ne peut ouvrir ou fermer à clé de l'autre côté. De plus en plus suspect. À moins que quelqu'un s'ait fait enfermer volontairement dans le grenier, personne ne peut être là-haut. De plus, en voyant l'étoile d'araignée intacte derrière la porte, personne n'est passé par ici depuis longtemps. Robert, bien sûr, n'en reste pas là et veut savoir ce qui terrorise ses enfants. Il prend le balai pour se frayer un chemin entre l'étoile d'araignée, monte au grenier, et là, rien. Mais vraiment, pas de porte. Pas de fenêtre à part un tout petit regard où clairement un être humain ne peut pas passer, donc le seul moyen d'accéder au grenier est la porte de la chambre. Malheureusement ou heureusement pour eux plutôt, ils n'auront rien de plus de cette maison, à part leurs questions sans réponse. Après ça, plus aucun phénomène, plus un bruit pendant tout le reste des vacances. Et c'est la fin de cette dernière histoire. Je trouve que quand t'as 13 ans que tu vis cette expérience, t'es plus le même après ça. Enfin, je m'explique. Tu vis un truc comme ça sans réponse derrière, mais ça te poursuit toute ta vie. D'ailleurs, si je me trompe pas, aujourd'hui, Patrice a plus de 60 ans et m'a raconté son histoire comme si c'était hier. J'ai aussi vécu des choses bizarres comme ça. Enfin, pas au niveau de Patrice, heureusement. Et c'est pareil, je m'en souviens encore. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez des histoires à me raconter, n'hésitez pas à me les faire partager. On pourrait refaire un thread d'horreur comme celui-ci. Bref, c'est la fin de ce thread d'horreur, j'espère qu'il vous aura plu et que vous ne l'avez pas regardé à 3h du mat seul dans votre lit, sinon je vais vous retrouver comme ça. J'espère sincèrement pouvoir augmenter la cadence de mes vidéos très prochainement avant que vous me jetiez des cure-dents dans les yeux. Pour ça, il faut que j'organise un peu mieux mon temps et je ne vous cache pas qu'en lançant ma chaîne, en voulant publier une vidéo par semaine, je ne pensais pas que ça allait être un travail à plein temps. Alors que je ne le suis pas malheureusement. Mais je vais y arriver. Persévérance, motivation et doigts dans le... Bref, sur ce, je vous laisse reprendre une vie normale. N'oubliez pas de vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît, sans oublier le petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Quant à nous, vous connaissez maintenant la phrase de fin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!